Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la vidéo traitant des films photos. Merci pour vos nombreux retours sur la première partie, ça me fait très plaisir. Après avoir parlé histoire et différents formats de films et pellicules, je voulais aborder avec vous les différents types que l'on pouvait retrouver dans le commerce. Nous avons la chance d'avoir un marché de l'argentique qui a le vent en poupe à l'heure actuelle. Forcément, les prix s'en ressentent un peu avec tout cet engouement, mais comme pour beaucoup de choses en ce moment. J'espère que tout ça finira par se tasser et permettra au plus grand nombre de découvrir cette belle pratique et pour les autres de continuer à s'éclater à shooter de la péloche. Les fabricants historiques sont encore bien présents sur le marché et quelques nouveaux débarquent avec des procédés innovants et de belles intentions créatives. Libre à chacun de tester et de trouver sa voie, son style et ses préférences. Quand on parle de type de pellicule, il est logiquement nécessaire avant tout de distinguer celle en noir et blanc et celle en couleur. Si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos et mon fil Instagram, je pense que vous aurez compris que je suis plutôt fan du noir et blanc, laissant peu de place à la couleur. Commençons donc par les pellicules noir et blanc. Ces pellicules sont dites monochromatiques et nous pourrons en distinguer deux styles différents, argentique et chromogène. Dans le premier cas, argentique, le développement est relativement facile, spécifique au noir et blanc et ne nécessite pas d'avoir un labo ultra professionnel. Méthode de chimie simple à suivre, pas à pas, et spectre de température avec des bains relativement larges. Dans les pellicules noir et blanc dites argentiques, à l'heure actuelle les plus utilisées, vous avez les panchromatiques et les orthochromatiques. On se pose 2 secondes parce que rien que là, ça commence déjà à faire pas mal de termes techniques. Mais au final, derrière tout ce jargon, c'est très simple, vous allez voir. Je vous résume ça. Panchromatique, pas de discrimination en termes de lumière et de longueur d'onde. L'ensemble du spectre lumineux est utilisé de manière similaire à la vision humaine. On voit toutes les couleurs, bien que le résultat final sera en noir et blanc. Orthochromatique, discriminante à la lumière rouge qui ressortira plus sombre, mais aussi plus sensible au bleu et au vert, couleurs qui, elles, seront plus claires. Cet effet peut aussi être reproduit en utilisant des filtres jaune, orange, rouge, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. La quasi-totalité des pellicules noir et blanc, et que j'ai pu shooter, sont catégorisées comme argentiques. L'autre style de pellicule noir et blanc est dit chromogène. Ici, c'est au niveau du développement que cela va changer, car il peut se faire de la même manière qu'une pellicule couleur avec un traitement chimique en C41. Mais on reste bel et bien au final sur du rendu noir et blanc. Ce procédé a principalement été créé pour que les pellicules puissent être traitées de la même manière que celles en couleur, dans les mêmes machines de développement chez les professionnels. Gain en produits chimiques, en temps et donc en argent. Super intéressante sur le papier, mais d'après mes recherches, c'est pas vraiment devenu un classique. Je voulais vous afficher un petit tableau qui retrace les principales pellicules qu'on le retrouve facilement en noir et blanc avec quelques rendus. Je ne précise pas forcément le format 35, 120 ou plan film, car nous avons la chance d'avoir des fabricants qui peuvent dans certains cas décliner toute leur gamme d'un même film dans toutes les tailles ou presque. L'exemple le plus concret pour moi est la gamme Delta de chez Ilford, certainement un de mes films préférés noir et blanc qui existe dans toutes les tailles, comme vous pouvez le voir ici. Format 35 mm, pellicule 120 et plan film pour ma chambre en 4:5. Certaines photos sont de moi, mais également d'autres photographes. Un immense merci à eux de m'avoir donné leur accord. Je suis ravi de pouvoir partager leur rendu et je vous invite à aller découvrir leurs images et leurs vidéos. Je vous affiche leur compte Instagram et YouTube et ils seront également en description de la vidéo.
Au début, il y avait donc le noir et blanc, mais ensuite est apparue la couleur. Oui, comme sur les télés, pour ceux qui s'en rappellent. Bon, les plus jeunes, vous faites comme si j'avais rien dit, ça m'évitera de me sentir trop vieux. Si on résume rapidement les deux styles de films couleur que l'on peut retrouver, vous avez les films négatifs couleur, les plus employés, et les diapos. Les premiers sont généralement utilisés pour la reproduction de tirages sur papier photo. Les couleurs apparaissent sur la pellicule en négatif et nécessitent un traitement particulier dans le cadre d'une numérisation afin d'interpréter le rendu. L'autre type de film couleur est dit inversé ou positif, avec lesquels on obtient des diapositives avec les couleurs immédiatement dans le bon sens, si je puis dire. Elles étaient principalement utilisées pour faciliter la projection immédiate dans les machines à diapos. J'ai cru comprendre au travers de mes recherches que l'utilisation de pellicules diapo nécessitait d'être plus précis et qu'il y avait vis-à-vis d'une pellicule classique des différences en termes d'exposition, de dynamique et de développement bien sûr. Je ne m'attarde pas trop sur les manières d'utiliser et de développer ces pellicules couleur, n'étant pas un grand connaisseur en la matière, mais sachez que le processus est un petit peu plus complexe qu'en noir et blanc. La température des bains doit être bien plus précise, autour de 38 degrés, avec une marge de tolérance de 0,3-0,5 degrés grand maximum. Et les étapes sont un peu différentes. Pré-mouillage, révélation chromogène, blanchiment fixage, lavage et stabilisant. Je ne suis pas très friand de couleurs pour mes photos argentiques. Certainement du fait de la complexité de ce développement que j'aime faire moi-même dans mon labo. Mais qui sait, je me mettrai peut-être davantage à l'avenir, ou du moins je testerai des péloches. De ce que j'ai pu sourcer et après avoir questionné des gens bien plus calés que moi en la matière, je vous invite à trouver un petit tableau des pellicules couleur les plus utilisées. Je ne prétends pas tout connaître bien évidemment, donc si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça pourra aider tout le monde. Quand je vois certains rendus, il faut être honnête, certaines pellicules ressortent magnifiquement, surtout pour certains portraits je trouve. Un grand bravo à tous les autres photographes qui ont des résultats magnifiques. À vous de juger, c'est parti. Je voulais aussi vous parler d'une catégorie de pellicules un peu à part, dite spéciale ou créative. Certains diront que c'est farfelu, que c'est bizarre, que ça tient de l'expérience chimique et que ça ressemble à rien. D'autres diront au contraire que ça permet de développer sa créativité, que ça change du classique et que ça ouvre une approche différente de la photo. N'étant pas non plus expert de tout ça, j'ai aussi demandé quelques conseils vis-à-vis de ces films un peu particuliers. Je vous mets quelques exemples afin de vous montrer ce que ça peut donner. En toute transparence, je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, n'ayant pas encore trop testé ce type de pellicule. Mais vis-à-vis de ma manière de shooter et mon amour pour le noir et blanc, je suis pas spécialement attiré pour le moment. Pour ne pas mourir idiot, je ferai peut-être un test et une vidéo dessus, mais j'ai déjà plein d'autres sujets à vous proposer avant. Je vous propose donc un truc, pas de polémique inutile et dogmatique, ceux qui aiment, kiffer cette créativité qui s'offre à vous et qui vous plaît. Et ceux que ça rebute ou que ça ne tente tout simplement pas trop comme moi, on va shooter, il y a plein d'autres choses sur le marché, on a largement de quoi faire. Bien sûr, il existe encore d'autres styles de films, mais je vais m'arrêter là, sinon la vidéo pourrait durer 2 heures. Je pense notamment aux films pellicules infrarouges, ou celles sur base de films cinéma, et j'en passe. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez forcément trouver chaussure à votre pied au milieu de tout ça. L'important restant à mon sens de shooter, tester et développer sa créativité, avec toutes les possibilités que nous offre le marché de l'argentique actuellement. Vous prenez votre boîtier, vous sortez avec ou sans but précis et vous faites votre propre opinion. J'espère que certains rendus qui viennent de passer vous donneront envie de tester de nouvelles choses ou au contraire confirmer vos choix actuels.
L'important, c'est de shooter. Forcément, si on parle de pellicule photo, c'est impossible de passer à côté de la notion de sensibilité. Chaque film aura la sienne, qui lui sera propre, et donc des particularités précises à prendre en compte pour votre appareil, votre scène et votre intention créative. Noir et blanc en couleur, il faut faire un choix. On n'est pas en numérique à pouvoir changer quand on veut ce curseur. Je vous prépare également un futur épisode consacré exclusivement à cette notion, où on essaiera de rentrer dans le détail et surtout, on comparera différents films. Pour faire simple et concis, avant que le numérique chamboule tout ça, avec ses millions d'ISO, les sensibilités les plus courantes étaient comprises entre 100 et 3200 ASA. Alors oui, on ne disait pas ISO avant, mais bien ASA. C'est ce que vous pouvez retrouver comme indication sur mon Nikon FM3A ou mon Minolta XEGM par exemple. Pour comprendre la différence, je vous renvoie directement à la vidéo de Fred de la chaîne Bascule et Descente, juste ici. C'est court, limpide et efficace, vous allez tout comprendre. En gros, ASA indique l'indice de sensibilité de votre film. ISO, c'est tout pareil, sauf que cette norme indique également juste après la notion DIN, exprimée en degrés et d'origine allemande. 100 ASA se dit normalement ISO 100, 21 degrés. 400 ASA, ISO 400, 27 degrés, et ainsi de suite. Bref, c'est pas la fin du monde cette petite subtilité que moi-même je n'applique pas toujours, mais autant être précis parfois. Et dans tout ça, la sensibilité, c'est quoi ? Eh bien tout simplement, ça va être la capacité de votre pellicule à accepter dans la même configuration ouverture-vitesse une quantité plus ou moins grande de lumière. Plus la sensibilité de votre film sera élevée, plus votre image sera lumineuse. À chaque couple d'ASA doublé, passant par exemple de 100 à 200, votre film sera 2 fois plus sensible à la lumière. Quittons un peu la technique, nous reverrons tout ça dans une prochaine vidéo. Regardons ce qui se fait actuellement en termes de pellicule. Tout ce qui est en dessous de 100 ISO est généralement considéré comme ayant une faible sensibilité, à privilégier en conditions de très forte luminosité ou en vue d'obtenir des temps de pause longs, ou encore si on souhaite un grain quasi invisible à l'œil nu. Entre 100 et 400, il est considéré que ce sont des valeurs normales, conditions relativement classiques d'exposition, temps ensoleillé ou à peine voilé. Ce sont les pellicules les plus classiques. Le grain est tout à fait correct et, sauf cas particulier, assez peu présent encore. C'est généralement par ces pellicules-là qu'il est conseillé de commencer pour les débutants. 800 et 1600, on commence à bien monter en sensibilité. Certaines pellicules 800 existent, mais sont généralement plus rares, et on part souvent d'une pellicule 400, et on la poussera à 800, voire 1600 au niveau du développement. Les conditions de lumière commencent alors à devenir compliquées. On recherche de la sensibilité pour améliorer sa vitesse et ou son exposition. 3200, réservé au noir et blanc, on s'arrête à 1600 en couleur, on est sur une très forte sensibilité de pellicule. Photo de nuit, concert ou tout simplement un manque très important de luminosité. Créativement, ce type de pellicule est aussi pas mal employé pour faire exploser le grain, mais on reparle de cette notion juste après. Le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui concerne les notions de grain, netteté, contraste. Impossible d'être exhaustif sur ce sujet en juste quelques minutes. Je voulais voir cela plutôt comme une ouverture et une réflexion concernant la pratique photo de chacun et son mode d'utilisation du support. Tout comme un stylo, bic, plume, feutre ou marqueur, chaque film aura son style, son caractère, ses avantages et ses inconvénients. Certains ont de fortes similitudes en termes de rendu, d'autres à sensibilité équivalente seront bien différents du fait de la manière dont ils ont été préparés et fabriqués. Le grain est certainement une des notions à la fois la plus simple à expliquer parce que c'est très visuel, c'est présent ou au contraire très discret, mais d'un autre côté, cette notion est particulièrement subjective, du fait de l'impression que cela peut procurer et les goûts de chacun. Qui n'a pas déjà entendu ce genre de phrase « l'argentique, c'est avant tout le grain ». Personnellement, je mets tout de suite un petit bémol. Ce n'est pas parce qu'on fait des photos en argentique que nous sommes obligés d'aimer les gros pâtés sur nos rendus. En tout cas, c'est mon avis. Le grain représente visuellement l'apparition des cristaux qui constituent la photo directement sur la surface sensible du film. Je vous propose un exemple très parlant. Généralement associé à la sensibilité, le grain peut donc être plus ou moins présent en fonction de la pellicule. Plus votre pellicule est sensible, plus le grain sera visible. A l'inverse, moins votre sensibilité sera élevée et moins il apparaîtra massivement, voire sera quasi inexistant à l'œil nu. Le traitement chimique lors de la phase de développement, en fonction du révélateur utilisé, peut également avoir un impact sur le résultat final.
Certains films, comme La Gamme Delta de chez Ilford en noir et blanc, que j'aime beaucoup, sont connus pour avoir une finesse de grain très importante. Il en est de même pour la T-Max de chez Kodak, par exemple. Je développe mes films moi-même dans mon labo avec de l'Ilfotec HC, révélateur également de chez Ilford, plutôt bien adapté dans toutes les circonstances en pellicule noir et blanc. Et je trouve que le grain ne ressort pas trop et c'est ça que j'apprécie. La même pellicule traitée avec du Rodinal de chez Agfa par exemple verra son grain exploser et sera beaucoup plus marqué. Cela vient directement des propriétés chimiques du révélateur, connu pour être plus agressif. Une question de goût, je vous laisse juger. Je le sais plutôt bien parce qu'au début j'ai commencé uniquement avec du Rodinal et au final les images ne correspondaient pas tout à fait à ce que je voulais. C'est comme ça qu'on apprend et surtout que l'on peut choisir les rendus qui nous plaisent. La taille et le format du film jouent également sur le grain une fois numérisé ou tiré sur papier photo. Une vue 24-36 fera plus ressortir le grain visuellement qu'un grand format à la chambre, bien que fait avec le même type de film. Le grain n'est pas plus gros techniquement sur la surface de la pellicule, c'est juste que transféré sur un papier ou un écran à échelle équivalente, il sera visiblement différent. C'est vraiment une affaire de goût et souvent de compromis, à trouver entre volonté créative visuelle, nécessité de certaines sensibilités en fonction de la situation et choix totalement personnel. La netteté d'un film, autrement dit la capacité de la pellicule à restituer avec précision les détails de l'image, sont également dans cette même conception. Nativement prévus pour être super détaillés, certains films comme la Rolleiflex 80S, fabriquée par Agfa, offrent de superbes détails très marqués. D'autres pellicules sont beaucoup plus douces en termes de netteté, et c'est ce que recherchent certains photographes. Néanmoins, vous aurez beau avoir la meilleure pellicule, si l'objectif de votre appareil est un cul de bouteille, la pellicule n'y sera pour rien au final. J'y pense, mais ça pourrait faire un sujet intéressant en vidéo ça. C'est quoi une belle photo? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Petit aparté numérique, mais il en est de même pour les capteurs de nos appareils modernes, dont certains ont un nombre de millions de pixels absolument hallucinant, dépassant les 60 millions parfois. Eh bien, la qualité optique des objectifs joue un rôle très important dans le piqué, cette notion qui permettra au rendu final et à la capacité du boîtier de restituer tous les détails. Un capteur exceptionnel ou une pellicule de qualité ne rendra malheureusement rien si vos optiques sont fatiguées. Je referme la parenthèse, revenons à nos péloches. Enfin, je voulais vous parler des contrastes et de cette impression de marquage plus ou moins important des scènes au niveau des nuances, qu'il s'agisse de couleur ou de noir et blanc. Rien que dans mon entourage proche, pratiquant l'argentique, personne n'est entre guillemets d'accord. Personnellement, j'aime bien quand ça pulse et quand c'est bien tranché, mais sans abus trop marqué non plus, et sans perdre de détails dans les ombres par exemple. D'autres recherchent au contraire des négatifs plus doux, avec des tonalités moins franches et des nuances subtiles, voire quasiment pastel. Tout ça pour dire que ça va dépendre de vous, de vos goûts et de ce que vous voulez retranscrire comme style de photo. Dans cette vidéo, j'avais surtout envie de vous dire que là où les pellicules que vous utiliserez ne seront que des prétextes à votre créativité, un support parmi d'autres qui correspond à ce que vous recherchez visuellement et qui se met au service de votre œil. Le choix très vaste offert par le marché, les caractéristiques spécifiques de chaque film et les multitudes de possibilités qui s'offrent à vous doivent normalement vous permettre de trouver votre style. Testez, aimez, trompez-vous, changez d'avis, soyez sûr de vous, revenez en arrière, expérimentez. Peu importe quelle pellicule vous utilisez, tant que vous pratiquez, vous allez créer. Je clôture ici la deuxième partie consacrée aux pellicules et films photos. J'ai sûrement oublié plein de choses que je voulais vous dire, mais bon, c'est le jeu. Nous aurons l'occasion de reparler de tout ça dans d'autres vidéos. J'espère que ça vous aura plu et permis d'y voir plus clair, et peut-être même de compléter vos connaissances. Je vais essayer de vous proposer régulièrement des vidéos sur des notions essentielles à la compréhension de l'argentique et au sens large de la photographie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord, et si vous avez des choses à rajouter. Vous êtes toujours plus nombreux à me soutenir ici et sur Instagram, la communauté s'agrandit chaque jour un peu plus. Sans prétention, je partage juste ma passion et j'espère sincèrement que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être prévenu des prochaines vidéos. À liker le contenu, ça fait plaisir à mon ego et surtout à l'algorithme YouTube, il adore ça, il est très gourmand. Et un grand merci pour tous vos commentaires positifs et bienveillants. Vous pouvez me poser toutes vos questions argentiques, j'y répondrai avec grand plaisir dans la mesure de mes connaissances. Pour retrouver mes photos, c'est sur mon compte Instagram shoot.argentique, comme la chaîne qui s'affiche juste ici.
Je compte sur vous pour liker tout ça et me suivre si ça vous plaît. Je vous dis à très vite pour la troisième et dernière partie de cette série. On mettra les mains dans le cambouis et on verra comment une pellicule se place dans les différents types de boîtiers, du plus petit au plus gros, tout format. Encore un grand merci aux photographes qui ont répondu présent pour me permettre de vous montrer d'autres choses. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de shooter.